mardi 23. Sur les 3 heures, l'empereur est rentré dans ma chambre. Il voulait se promener. Je l'ai suivi. Il avait la figure sombre. Il souffrait depuis la veille. La grande chaleur dans son tube de calèche lui avait fait mal. Il a eu de dehors une nouvelle porte que l'on pratiquait à le changer tout l'intérieur du cabinet topographique et de l'ancien logement de Madame de Montalon. On ne lui en avait pas parlé, il en a été vivement contrarié et faisant appeler sur le champ, c'est lui qui l'avait ordonné. Les mauvaises raisons que celui-ci a données n'ont fait que le contrarier davantage. Il lui a commandé vivement d'aller à la faire renfermer. À l'instant même, nous avons voulu marcher, mais il était dit que ce soir, il serait poussé à bout, que tout concourait à lui donner de l'humeur. Des Anglais se sont trouvés sur son passage et il les évitait presque avec de la colère, m'observant que bientôt il ne lui serait pas possible de mettre les pieds dehors. À du pas de là, le docteur l'a joint pour lui faire part assez gauchement de quelques arrangements qu'on projetait pour lui empereur, et il lui demandait son avis. On lui parlait là d'une des choses qui lui répugnaient peut-être davantage. Il a évité de répondre ce que lui était ordinaire contre les inconvénients, mais cette fois était avec une humeur marquée. Il a gagné la calèche et y est monté, mais sur notre route se sont trouvés un cœur d'officiers anglais. Et alors il a commandé subitement une autre direction et au galop. Cependant, la nouvelle ouverture faite à la maison sans qu'il lui en eût été rien dit et qu'il trouvait si gauche, lui pesait encore sur le cœur. Il avait taillé en son prénom gaiement à la fin de celui qu'il avait dirigé, laquelle se trouvait dans la calèche. Ah, vous voilà! Ah, Titi, vous êtes sous ma main, c'est vous qui porterez la peine. Le mari a fait la faute. C'est la femme qui sera purée. Heureuse cette fois l'absente. Mais au lieu d'abonder dans ce sens ce qui a vécu de la grâce, sans les moindres inconvénients et dont les résultats, eux, étaient certains, la femme s'en était nous toujours à vouloir pesamment excuser son mari, à reproduire des raisons qui ne faisaient que raviner l'humeur. Enfin, pour combler la misère, l'un de nous, en découvrant les tentes du camp, lui a appris que les évolutions et les manœuvres l'avaient été en réjouissance d'une grande victoire anglaise en Espagne, et que cela est d'autant moins à ce régiment qu'il y avait à peu près péri. Il était facile de lire dans les yeux de l'empereur tout ce qu'il éprouvait d'un tel sujet de conversation. Toutefois, un régiment ne périt jamais devant l'ennemi. Monsieur, il se mortalise, a été toute sa réponse. Il est vrai qu'elle était faite sèchement. Moi, j'ai médité en silence sur cette accumulation de contrariétés, frappant ainsi à coup redoublé. Dans aussi peu de temps, j'ai trouvé l'instant précieux pour un observateur. J'évaluais le supplice qu'elle devait en créer et j'admirais le peu qu'il en laissait échapper. Je me disais, voilà pourtant l'homme intraitable, le tyran. L'on eût dit qu'il m'avait deviné qu'en descendant de la calèche. Et nous trouvons 2 pas en avant. Il m'a dit à mi-voix, si vous aimez étudier les hommes, apprenez jusqu'où peu et
la patience est tout ce qu'on peut dévorer. En arrivant, il a demandé du thé. Je ne lui en avais jamais vu prendre. Madame de Montélon occupait pour la première fois son nouveau salon. Il a voulu le voir, a observé qu'elle serait bien mieux que nous tous. Il a fait apporter les échecs, a demandé de feu et de jouer successivement avec plusieurs de nous. Peu à peu, il est revenu à sa situation naturelle. Nous avons éteint l'heure du dîner où il a mangé un peu, ce qui l'a remis tout à fait. Il s'est livré à la conversation et est revenu encore à repasser ses premières années qui ont toujours un nouveau charme pour lui. Il a beaucoup parlé de ses anciennes connaissances, de la difficulté qu'après son élévation, quelques-unes ont eu à pénétrer jusqu'à lui. Et il a observé que si on ne pouvait franchir le seuil de son palais, c'était assurément bien en dépit de lui-même, et qui devait se donc être, disait-il, avec les autres souverains. Et causant de la sorte, nous avons éteint 11 heures sans que l'empereur ni aucun de nous son feu aperçu. Mercredi 24. Aujourd'hui, l'empereur a essayé les billets qui venaient d'être placés, puis il est sorti pendant quelques instants. Le temps était fort humide. Il est rentré presque aussitôt. Avant dîner, l'empereur me faisant causer dans sa chambre sur l'émigration le nom de Madame de B, laquelle avait été dame de tour de Madame et fort en évidence au commencement de nos affaires, a été prononcé, ce quoi l'empereur a dit. Mais cette Madame de B n'était-elle pas une très méchante femme? Assurément non, et j'ai répondu, bien au contraire, c'est la meilleure femme du monde. De beaucoup d'esprit et d'un excellent jugement. Eh bien, a dit l'empereur, elle doit avoir beaucoup à se plaindre de moi. Voilà le malheur des faux rappeurs. On me l'a fait fort maltraiter. Oui, sire, vous l'avez rendue très malheureuse. Madame de B n'existait que pour les charmes de la société. Vous l'avez bannie de Paris et confinée dans la province où je l'ai rencontré dans une de mes missions avalant sa langue d'ennui et ne maudissant pourtant pas trop votre majesté sur laquelle je l'ai trouvé très raisonnable. Eh bien, pourquoi n'êtes-vous pas venu me tirer d'erreur? Ah oui, sire, vous nous étiez si peu connus pour ce que je vous connais à présent, que je ne les ai pas osé peu moi-même. Mais voici au mot de Madame de B à Londres, au fort de notre émigration, qui vous le fera plus connaître que tout ce que je pourrais dire au moment de votre arrivée au consulat. Quelqu'un venant de Paris s'est trouvé chez elle à une petite réunion. Il était l'homme de la fête par tous les détails qu'il nous donnait du lieu qui nous intéressait si fort. On le questionnait sur le consul. Il ne peut vivre longtemps, disait-il. Jean, à faire plaisir, c'était son mot. Et s'animant par degrés, il porta peu santé à la mort du premier consul. Oh l'heureux, s'écria aussitôt Madame de B, à la mort d'un homme, fi donc, voici que vaudra mieux, à la santé du roi. Eh bien, je répète que je l'ai fort maltraité, disait l'empereur, et sur les rapports que l'on m'en faisait, on me l'avait représentée comme intrigante, ses mêlant de politique et surtout comme fort adonnée au sarcasme. Et cela me rappelle un mot qu'on lui prête peut-être et qui ne me frappait de reste que parce qu'il était très spirituel. Un personnage
distinguer, me disait-on, 7 ans avisé de jalousie, dont elle se justifiait très bien. Ne c'était non pas. Pubatu lui répondit qu'après tout, elle devait bien savoir que la femme de César ne devait point être soupçonnée. À quoi Madame de B trouva plaisant de riposter aussitôt que les 2 petites lignes reçues renfermaient de graves erreurs, car il était notoire à tout qu'elle n'était pas sa femme et que lui n'était pas César. Après le dîner, l'empereur nous allut une partie de dissipateurs et de glorieux. Il laissa interrompu par dégoût. Il ne lui présentait pas assez d'intérêt. Il souffrait beaucoup de son côté droit. C'était le résultat de l'humidité qui l'avait frappé le matin à sa promenade et nous n'étions pas sans crainte que ce ne fût un symptôme de la maladie ordinaire dans ces climats brûlants. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre de Londres avec un paquet de quelques effets de toilette. Il venait d'arriver un bâtiment de guerre d'Angleterre. C'était le Griffon, jeudi 25. Sur le 9 heures, j'ai reçu du grand maréchal pour remettre à l'empereur 3 lettres qui étaient pour lui. Elles venaient de Madame Mère, de la princesse Pauline et du prince Lucien. Cette dernière était dans une à moi que le prince Lucien me dressait des robes. D'ici ce mars, j'en ai reçu aussitôt de mon agent d'affaires de Londres. L'empereur passait toute la matinée à lire le papier de 25 avril au 13 mai et contenait la mort de l'impératrice d'Autriche, la prorogation des chambres en France, l'acquittement de Cambronne, la condamnation du général Bertrand. Il a dit beaucoup de choses sur chacun de ces objets. Sur les 3 heures, l'amiral Malcolm a fait demander à être présenté à l'empereur. Il lui a apporté les journaux des débats jusqu'à 13 mai. L'empereur m'a dit de le lui amener et à causer avec lui près de 3 heures. Il plaît fort à l'empereur qu'il a traité du premier instant avec beaucoup d'abandon et de bonhomie, tout à fait comme une ancienne connaissance. L'admiral se trouvait entièrement dans son sens sur une foule d'objets. Il avouait que l'invasion des Sainte-Hélène était extrêmement difficile et ne voyait aucun inconvénient à donner l'île entière. Il trouvait absurde qu'on n'eût pas mis l'empereur à Plantation House. Il sentait, mais depuis qu'il était ici seulement, avouait-il, la qualification de général pouvait être injurieuse. Il trouvait que Lady Loudon avait été ridicule ici, qu'elle ferait rire d'elle à Londres. Il pensait que le gouverneur avait de bonnes intentions sans doute, mais qu'il ne savait pas faire. Les ministres, disait-il, avaient eu de l'embarras avec l'empereur, et non, de la haine. Ils n'avaient su qu'en faire. En Angleterre, il était et il demeurait encore un épouvantail pour le continent. Il était une arme trop dangereuse et trop puissante entre les mains de l'opposition. Du reste, il craignait, disait-il, que toutes les circonstances ne poussant nous retenir longtemps ici, est-il assuré que l'intention des ministres était qu'à l'évasion près on combla Napoléon à Sainte-Hélène. Tout cela était rendu d'une manière si convenable que l'empereur discutait la chose avec lui sans plus de chaleur que si elle lui avait été étrangère.